Bon, eh bien, bonjour à tous et à toutes. J'ai donc le plaisir de vous accueillir aujourd'hui virtuellement depuis mon salon, au salon de la data 100% digital pour une session qui va parler de blockchain et plus précisément de pourquoi miser sur la blockchain dans le monde d'après, hein, que on utilise maintenant comme terminologie pour parler de l'après-Covid, l'après-crise, qu'on espère tous voir arriver un jour ou l'autre. Donc, je vais commencer par me présenter. Je suis Sandra Calabre, je suis Chief Digital Officer chez IBM France depuis environ une année. Et surtout, avant ça, pendant presque 5 ans, j'ai été la responsable commerciale de la relation avec Carrefour en France et à l'international. Et je les ai accompagnés de manière assez privilégiée sur un grand projet blockchain qu'ils ont fait en individuel, mais aussi en collaboration avec plusieurs de leurs partenaires, et notamment Nestlé. On pourra y revenir. Alors, si on reprend donc la grande thématique du jour, pourquoi miser sur la blockchain dans le monde d'après? Eh bien, j'ai envie de vous dire, c'est parce que chez IBM, en tout cas, on considère que ce qu'Internet a fait pour les communications, la technologie blockchain va le faire pour les transactions sécurisées. Alors, cette phrase n'est pas de moi, elle est de Ginny Rometty, notre présidente jusqu'au début de cette année. Et elle a dû dire cette phrase fin 2017, début 2018, quand vraiment on a commencé à voir et à constater auprès de nos clients un virage profond dans la prise en compte de la blockchain et dans ce qu'on pouvait en faire pour le business. Et donc aujourd'hui, je vais essayer d'abord de vous refaire un tout petit peu d'histoire peut-être autour de la blockchain, de vous rappeler les principes fondamentaux. J'espère qu'il n'y a pas d'ultra spécialistes dans la salle parce que sinon ils vont être déçus peut-être sur le niveau technique dans lequel je vais aller. J'ai plutôt pris le parti pour ce matin de vous présenter des cas d'usage. Et là encore, je vais peut-être en décevoir certains puisque je ne vais pas du tout parler crypto-monnaie, ou en tout cas une petite seconde. Et je vais donc principalement vous présenter des cas d'usage business avec pour objectif eh bien, peut-être de vous aider à vous projeter dans vos propres secteurs d'activité et dans vos fonctions pour voir ce que vous pourriez faire de cette belle technologie parce que finalement, l'important dans une technologie, ce n'est pas ce qu'elle est, mais pourquoi et à quoi on peut l'utiliser. Alors, un peu de retour arrière. Pour bien comprendre en quoi consiste la blockchain, un peu d'histoire, je vous présente Luca Pacioli, qui était un moine franciscain du Moyen-Âge et qui est, selon la majorité des historiens, l'inventeur de la comptabilité, et notamment de la fameuse comptabilité en partie double, c'est-à-dire le principe que chaque commerçant, chaque entité qui a des biens à échanger, eh bien, note ces échanges de biens dans des registres et que, eh bien, pour évidemment une transaction en crédit d'un côté, on trouve dans un autre registre une transaction en débit et réciproquement. Alors, les livres de compte ont fait la part belle du commerce pendant de nombreuses années. Le souci, c'est qu'au fur et à mesure des années, eh bien, tout ça, avec l'économie mondiale, s'est extrêmement complexifié, avec une situation dans laquelle chacun des interlocuteurs possède son propre système dans lequel il va évidemment rentrer toutes les transactions qu'il opère avec l'extérieur et avec chacun des participants de sa chaîne de valeur. La difficulté, c'est que chacun a son système, on est souvent dans la relation point à point, donc on n'a pas de vue sur ce qui peut se passer en amont de notre interlocuteur direct, ni en aval de nos autres interlocuteurs directs. On a vu émerger aussi, évidemment, au fil des décennies, un certain nombre de tiers de confiance pour faciliter ces transactions, des banques, bien sûr, des régulateurs, des assureurs, des auditeurs. Et c'est très, très compliqué, évidemment, d'avoir une vue complète de tout ce qui se passe. C'est inefficient, c'est coûteux et, dans une certaine mesure, vulnérable, puisque chaque système eh bien, a son propre niveau de sécurité, avec parfois des disparités importantes en fonction de la taille des acteurs dans la chaîne. Alors, la promesse de la blockchain, eh bien, c'est de simplifier tout ça. Et c'est de remplacer l'ensemble de ces registres de comptes séparés chez chacun des interlocuteurs
en un registre commun, distribué, mis à jour en temps réel pour l'ensemble des participants à chaque transaction. Ça, c'est un élément primordial de simplification. Et puis, on le verra et j'y reviendrai, ce qui est très, très important, c'est aussi que ces transactions, elles soient dites immuables, c'est-à-dire qu'elles restent dans la blockchain pour toujours et qu'elles sont non répudiables, c'est-à-dire qu'à posteriori, on ne peut pas avoir un des interlocuteurs qui nie l'avoir faite. Il peut bien sûr y avoir des erreurs que l'on corrige avec une nouvelle transaction, mais en aucun cas, on ne pourra effacer du record des éléments. Alors, d'où est venue cette idée? Eh bien, et c'est le seul moment où je vous parlerai crypto-monnaie, elle est venue de l'émergence d'une nouvelle monnaie qui avait pour objectif de décentraliser la confiance. On est fin 2008, on vit au niveau mondial les effets de la crise des subprimes, et eh bien, nous avons un inventeur qui commence à émettre cette idée d'avoir une monnaie décentralisée. Et pour cela, et il le publie en 2009, on va voir émerger un nouveau protocole qui va sous-tendre cette crypto-monnaie, le Bitcoin, et qui va s'appeler la blockchain. Ce sera une première version de ce protocole. Et aujourd'hui, il en existe de multiples. Et je vais y revenir et vous parler d'une version en particulier. Parce que finalement, au début, donc on est en 2009, pendant un certain temps, cette technologie va rester relativement confidentielle. Et puis, au fur et à mesure, au début des années 2010, elle va commencer à interroger, inquiéter, en particulier évidemment d'abord les acteurs financiers. Donc les premiers à se lancer dans l'aventure blockchain, ce sont les banques elles-mêmes, qui voient la blockchain comme un risque de désintermédiation et qui se disent qu'elles doivent en comprendre tous les enjeux, voire se réapproprier le sujet pour pouvoir le maîtriser. Et typiquement, on commence à voir des projets, alors pas forcément en termes de currency, justement, de monnaie, mais les banques commencent à avoir des avantages à la blockchain et on va avoir émergé des projets comme WeTrade, par exemple, qui va vraiment être lancé en 2017, où on a la Société Générale et HSBC notamment, qui vont travailler ensemble pour faciliter le commerce international. Donc, d'abord, une première étape au niveau des banques. Mais avec les premiers protocoles qui étaient dits de blockchain publique, la décentralisation de la confiance est notamment faite par la transparence. Et vous vous en doutez, quand on cherche à transposer ça dans le domaine du business, eh bien, la question de la transparence pose vite la question de la confidentialité. Quand on est dans une blockchain, on est par défaut tous avec ce même registre. Donc, si tout le monde peut lire toutes les informations, on va vite avoir un souci. Et donc, c'est à partir de cette problématique qu'on va commencer à voir émerger des nouveaux protocoles qu'on appelle des blockchains for business, des blockchains aussi dites permissionnées. Donc, à l'inverse d'une blockchain publique où n'importe qui peut participer à la blockchain et où toute l'information est normalement lisible par l'ensemble des interlocuteurs, on va commencer à voir se profiler des nouveaux protocoles qui vont permettre, bien que l'information soit distribuée, bien qu'elle soit écrite sur l'ensemble des registres, elle ne va pas pouvoir forcément être lue par tous et surtout, tout le monde ne va pas forcément pouvoir accéder à ces blockchains. Il va falloir être adoubé, entre guillemets, pour pouvoir y participer. Ça va permettre donc de conserver cette logique de registre partagé, mais d'introduire cette notion de confidentialité. Vous pouvez imaginer ça comme une grande feuille Excel que tout le monde pourrait avoir mise à jour automatiquement, mais vous ne pourrez en voir chacune des cases que si on vous a donné l'autorisation de voir cette case. J'y reviendrai avec des exemples concrets. L'une des choses aussi qui, dans la blockchain for business, dans les protocoles, se développe, c'est la notion de smart contract. L'idée, c'est qu'à un transfert d'assets, on puisse associer des termes et conditions qui vont se dénouer automatiquement si toutes les conditions sont remplies. Je vous donne un exemple très, très simple. Vous voulez vendre votre voiture.
à un particulier. Eh bien, pour pouvoir être sûr que le transfert de propriété de cette voiture se fasse, on va pouvoir encoder dans la transaction que la personne vous a bien montré qu'elle avait un permis de conduire en règle, vous a bien montré qu'elle avait son chèque de banque et vous vous êtes assuré du transfert automatique à ce moment-là de la carte grise si toutes ces conditions sont rentrées. Et puis, le dernier élément, c'est un changement de paradigme au niveau des consensus, des systèmes de consensus, puisque le principe d'une blockchain, c'est que pour qu'un nouveau bloc d'information soit écrit sur la chaîne, dans les blockchains publiques, on arrivait à des systèmes de consensus qui étaient d'énormes calculs finalement extrêmement complexes. Gros inconvénient de ce système, c'est l'énergie que cela requiert, l'énergie informatique et de facto l'énergie électrique. Donc c'est extrêmement consommateur. Aujourd'hui, le Bitcoin consomme plus que la Belgique. Donc c'est un système qui est quand même relativement inefficient sur le long terme. Et puis un autre défaut de la blockchain Bitcoin, c'est que elle va avoir un nombre de transactions assez limité dans le temps. Donc, si on veut transposer ça sur la supply chain mondiale, par exemple, on atteint vite les limites. Donc, pour être beaucoup plus efficient dans l'écriture de ces blocs, on a pensé à des nouveaux systèmes de consensus. Typiquement, on donne davantage de confiance aux différents interlocuteurs pour valider qu'une transaction est juste du fait qu'on soit en connaissance de qui sont ces interlocuteurs qui la valident. Et donc, typiquement, ces grands principes, on les a mis en œuvre dans une blockchain open source qui a été lancée, confiée à la Linux Foundation et qui est l'Hyperledger Fabric. Donc, dans la suite de cette présentation, tous les exemples que je vais vous donner sont basés sur cette technologie Hyperledger Fabric qui aujourd'hui est vraiment le protocole qui est en train d'émerger comme le principal pour la blockchain for business. Et il se trouve qu'IBM est un des principaux contributeurs au code de cette solution open source. Pour autant, comme je vous le disais, c'est un projet qui a été lancé en 2015, qui ressemble à un très très large écosystème et qui a aujourd'hui 275 membres. Donc, on est loin d'être les seuls contributeurs et on a des très grandes compagnies du type Airbus, Bosch, JP Morgan, FedEx, SAP également qui sont contributeurs et qui participent. Voilà. Donc, l'idée, c'est maintenant que je vous accompagne dans un certain nombre d'exemples. Je prends juste une seconde car je vois qu'il y a peut-être un petit commentaire. Merci. Oups, excusez-moi, je suis allée trop vite. Donc, finalement, quand on est sorti des crypto-monnaies, un des premiers sujets qui a commencé à émerger, c'est celui de la supply chain en général, et en particulier celui de la supply chain alimentaire. Je vous ai mis sur ce slide quelques chiffres. Aujourd'hui, seul un consommateur sur 4 a confiance dans ce qu'il mange. C'est l'OMS qui me dit. Et surtout, on a des chiffres assez alarmants. Une personne sur 10 qui tombe malade chaque année, 420 000 personnes dans le monde qui meurent d'une maladie d'origine alimentaire, donc 125 000 enfants. 80% du business des consumer product goods qui n'est encore que partiellement digitalisé. Un tiers des produits frais qui sont jetés avant même d'atteindre nos assiettes, car ils sont considérés comme inacceptables. On a des doutes dans le fil de la supply chain et donc on préfère les jeter plutôt que de prendre le risque justement de les commercialiser. Et un petit exemple quand même assez parlant, on a 1/5 des fruits de mer qui sont mal étiquetés dans le monde aujourd'hui. Donc, vous voyez, énormément de dysfonctionnement et un manque de maturité encore et d'inefficacité de cette supply chain alimentaire. C'est clairement la cause racine de ces problèmes, c'est le manque de transparence et de visibilité sur l'ensemble de la chaîne. On a un certain nombre évidemment d'acteurs qui étaient très conscients de ça et notamment, je voulais vous parler de Frank Yanas en particulier qui était à l'époque en 2016-2017
quand on commence à voir émerger la blockchain sur d'autres cas d'usage, encore une fois, que la finance. Il est senior vice-président de la partie food safety de Walmart. Et il échange avec les équipes IBM et suite à un certain nombre de cas importants aux États-Unis de crise alimentaire, hein, notamment une très importante sur les épinards qui a eu lieu en 2016 et qui a conduit à une destruction massive de l'ensemble des stocks d'épinards qui avaient pu être produits, avec un gros risque évidemment pour les producteurs d'avoir beaucoup de mal à se relever de cette crise, et de multiples problèmes aussi que Walmart pouvait rencontrer en Chine, pas forcément pour eux, hein, mais globalement sur le marché alimentaire local. Eh bien, Frank Yanas se rapproche d'IBM et se dit, est-ce qu'on pourrait tester, faire des pilotes autour de cette technologie blockchain et voir ce qu'elle pourrait apporter dans la blockchain alimentaire. Et il va prendre deux cas. Alors, il va faire travailler les équipes sur le port en Chine et aux États-Unis, il va faire travailler ses équipes sur la mangue. Il va arriver en salle de réunion un jour, poser un paquet de mangue sur la table devant ses équipes, paquet de mangue découpé qu'on trouve dans les magasins Walmart, et il va leur dire, voilà, top départ, dites-moi combien de temps il vous faut pour retracer l'origine de cette mangue particulière. Et le résultat, c'est qu'il faut 6 jours aux équipes. Vous vous rendez bien compte que si on a un risque alimentaire, on ne va pas attendre du coup d'avoir la réponse, l'intégralité de la production sera jetée. On s'est repositionné ensuite avec eux en digitalisant et en blockchainisant le parcours de cette mangue, et évidemment on est arrivé à un résultat qui était quasi instantané, 2 secondes pour obtenir l'information. Pourquoi ça prenait 6 jours? On a une traçabilité réelle aujourd'hui dans le secteur agroalimentaire. On s'est retrouvé en passant des coups de fil, en envoyant des emails, en envoyant des fax, les différentes étapes que suivent un produit. Mais la difficulté, c'est que, vous l'avez compris, c'est très inefficient et ça prend beaucoup de temps. Donc, fort de ce constat, Frank Yanas va vraiment se lancer dans l'aventure, décrocher son téléphone et se mettre à appeler un certain nombre de ses partenaires de sa chaîne agroalimentaire, de ses concurrents également, et il va leur proposer de réfléchir à comment la blockchain pourrait transformer cette problématique principale pour lui, qui était les retraits-rappels d'éléments contaminés. Et c'est comme ça qu'en août 2017 naît l'Alliance Food Trust. Donc, une bonne dizaine de partenaires, donc des concurrents tels que Kroger, mais aussi des fournisseurs comme Dole ou Drisson, Tyson, qui sont les fournisseurs de fruits et légumes et de viande principaux de Walmart, vont s'embarquer dans l'aventure pour réfléchir avec IBM à la conception d'une plateforme blockchain qui permette d'améliorer cette traçabilité alimentaire et ce retrait rappel. Et aujourd'hui, c'est près de 200 partenaires qui sont sur cette blockchain. Walmart, par exemple, y a mis l'intégralité de ces chaînes d'approvisionnement sur ce qu'ils appellent les leafy greens, hein, donc tous les légumes à feuilles vertes. Et ils ont vraiment capitalisé sur cette solution pour gérer maintenant les problématiques de retrait-rappel. Mais ce qui est intéressant, c'est que en commençant sur ce premier cas d'usage, qui était peut-être même un des plus complexes, le retrait-rappel de produits, eh bien, les partenaires qui se sont joints à Walmart ont eu d'autres idées. Et notamment, un des partenaires qui s'était joint à l'aventure, qui est Golden State Food, s'est retrouvé à peu près dans le même temps avec une demande d'un de ses clients qui le mettait en difficulté. Golden State Food est l'entreprise qui fournit en matières premières, donc steak haché, laitue, ketchup, pain, une grande partie des chaînes de fast-food américaines. Et notamment une qu'on connaît très bien en France, je ne peux pas la citer, mais je pense que vous avez une idée de qui je parle. Cette grande chaîne, jusqu'ici, dans beaucoup d'endroits aux États-Unis, elle utilisait des steaks hachés congelés. Steak haché congelé, ça a une durée de vie assez longue et on n'a pas trop de problèmes de fraîcheur, hein, puisque par défaut, quand ça arrive, c'est déjà dans une condition de fraîcheur qui n'est pas parfaite. Non pas en termes de santé, mais en termes
évidemment de sensations au palais. Et donc, ils avaient envie d'améliorer la qualité de leurs produits et de proposer des steaks hachés frais. Et qui dit steak haché frais dit une supply chain extrêmement condensée, puisqu'on part d'un produit qu'on peut garder plusieurs mois à un produit qu'on peut garder grand maximum 10-15 jours s'il a été conservé dans des conditions parfaites de température tout au long de la supply chain. Et donc, Golden State Food se retrouve dans une situation un petit peu complexe pour répondre à cette demande client et va se tourner sur cette solution et va l'utiliser comme pilier pour répondre à ce besoin, à cette demande client d'assurer la fraîcheur d'un produit. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'au-delà donc du suivi, il va y avoir tout un travail pour associer évidemment une donnée extrêmement fiable, qui est la donnée de température, de suivi de température de ces steaks, au sein de la blockchain. Donc, on va se lancer avec eux dans un projet où on va marier la blockchain et l'Internet des objets, puisque au niveau de la production, des centres de stockage, des camions, des frigos, sur toute la chaîne de valeur, eh bien, on va suivre le parcours de chaque boîte dans laquelle se trouvent des steaks hachés frais, qui est suivi individuellement par un tag RFID et où on va pouvoir associer à ce tag RFID sur la blockchain en permanence les relevés de température des différents capteurs. Donc, c'est un projet, là aussi, qu'on a démarré courant 2018 et qui aujourd'hui, après une période en 2019 de pilote sur un centre de production, un distribution center, un centre de distribution, pardon, de Golden State Food et 8 restaurants, est aujourd'hui en train d'être déployé à l'ensemble des plusieurs centaines, voire milliers de restaurants qui se trouvent aux États-Unis pour ce client. Encore dans la même idée, toujours sur cette même base de réflexion sur la maîtrise de la chaîne de bout en bout d'un point de vue alimentaire, toujours avec cette même plateforme, un autre cas d'usage qui va émerger assez vite, c'est le fair trade. Comment faire en sorte d'être équitable et de permettre aux consommateurs d'avoir une bonne connaissance de d'où vient son produit et s'il est, je dirais, produit de manière responsable, comment m'assurer que mon producteur il a les moyens de vivre et de continuer à produire de manière responsable. Et donc là, on va faire un partenariat avec Sucafina, qui est un des principaux fournisseurs de café torréfié, notamment en Europe. Et on va, avec toute sa chaîne d'approvisionnement, créer un projet qui va permettre de créer pour le consommateur une application où, quand il voudra boire sa tasse de café, il n'aura qu'à scanner un QR code qui sera associé au paquet de café qui est arrivé soit chez lui qu'il a acheté personnellement, soit chez son barista préféré. Et bien, grâce à ça, il va pouvoir avoir toute l'histoire de ses grains de café. Et s'il le souhaite, s'il est satisfait de la qualité et qu'il veut encourager, eh bien, faire un don financier du montant qu'il le souhaite, ça peut être quelques centimes comme beaucoup plus, aux producteurs ou à la communauté de producteurs dont est issu le grain de café. Donc, vous le voyez, à partir finalement d'une même chaîne d'information, on va pouvoir enrichir et développer de multiples cas d'usage. Et ce qui est très intéressant, surtout dans ces approches, c'est qu'on est vraiment dans un sport d'équipe. Une blockchain, ça ne sert à rien de la faire tout seul pour soi. En général, ces informations, on les a déjà dans ses propres systèmes informatiques. Quand on veut réfléchir à une blockchain, on part forcément écosystème. Et l'objectif, eh bien, c'est de réunir toutes les informations de la chaîne, y compris celles que jusqu'ici, vous aviez de grandes difficultés à voir. Je transpose maintenant dans un autre type d'industrie et sur une autre type de problématique, mais vous allez retrouver la même logique. Nous avons récemment annoncé, et nous en sommes très fiers, un projet avec Renault qu'ils ont appelé XID pour Extended Conformity End-to-End Distributed, qui est un projet en fait de suivi de conformité des composants et sous-composants des automobiles. Donc, l'objectif de Renault, qui a travaillé sur ce projet avec ses équipementiers comme Faurecia, par exemple, pour ne citer qu'un des plus connus, a vraiment pour logique de suivre
l'intégralité de la fabrication, du transport et de la production des sous-composants, puis des composants, et ensuite qui seront assemblés sur les véhicules Renault, de façon à pouvoir garantir la conformité de l'intégralité des pièces. Donc là, on est face à une responsabilité sociétale et une responsabilité légale de la part de Renault, qui va donc pouvoir à la fois rassurer ses clients et rassurer les régulateurs, les auditeurs sur l'ensemble de la chaîne. Donc, c'est un projet qui a démarré il y a une petite année maintenant. Et comme toujours dans ces cas-là, Renault a sélectionné un certain nombre de partenaires avec lesquels il voulait fonctionner sur le pilote. Et maintenant, cette plateforme est en train de s'étoffer en termes de nombre d'acteurs. Et évidemment, l'objectif est pourquoi pas demain d'avoir aussi un PSA, un BMW, pourquoi pas, qui se joignent à l'aventure. Puisque c'est toute la logique. Quand on crée ce type de plateforme, on va être dans la coopétition permanente. Il faut que tout le monde y trouve de la valeur. Et donc, c'est une des choses sur lesquelles il est important de se pencher dès le départ, c'est quelle valeur j'y trouve et quelle valeur les partenaires qui vont me fournir de l'information y trouvent. Un des éléments importants aussi dans la blockchain for business, c'est que même s'il y a partage d'informations, chacun garde la propriété de ces données. Alors, ça veut dire quoi? Évidemment, si on la partage, cette donnée, d'autres vont la connaître. Mais l'idée, c'est qu'en tout cas, les autres ne puissent pas l'exploiter sans que vous soyez d'accord pour qu'ils l'exploitent à une finalité précise. Donc là, par exemple, Renault va exploiter les informations données pour garantir la conformité de ses pièces, mais à moins que tous les autres acteurs de la chaîne soient d'accord, il ne va pas pouvoir exploiter l'information pour faire des statistiques autres ou pour revendre évidemment cette information à quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est un des éléments primordiaux également dans l'approche blockchain for business que nous menons avec nos clients et partenaires. C'est cette logique de garantir la propriété et l'usage et la visibilité de la donnée. Autre grand exemple qu'on retrouve de plus en plus dans la presse, c'est notre plateforme TradeLens. Alors là, c'est une plateforme que nous avons co-construite avec Merx, sur lequel aujourd'hui nous avons 6 des 7 plus grands affréteurs mondiaux qui sont onboardés et qui visent à simplifier le suivi des containers. Donc, c'est un business qui était déjà très standardisé sur un certain nombre de sujets, mais qui, de manière peut-être surprenante, est encore extrêmement papier. Et il faut savoir qu'un container, au cours de sa vie, eh bien, il va, même pas au cours de sa vie, au cours d'un transport, il va probablement être accompagné de jusqu'à 120 événements et documents. Et donc, les suivre est extrêmement coûteux. Sachant que 80% des produits consommés dans le monde aujourd'hui passent par le fret maritime, que ça représente 16 trillions de dollars par an de marchandises transportées et un coût associé global évalué par les spécialistes du secteur à 1,8 trillion de dollars. Grâce à la digitalisation et à ce qu'on est en train de faire globalement avec tous ces partenaires autour de la blockchain, on estime qu'on pourrait réduire les coûts de l'ordre de au moins 10%. Vous voyez, 10% d'1,8 trillion de dollars par an, ça va permettre de dégager de l'argent pour faire un certain nombre d'autres investissements. Et dans cette blockchain, évidemment, on va avoir donc les affréteurs, les carriers, mais on va aussi avoir les ports, les autorités de douane, les assureurs, et ceux qui choisissent de mettre évidemment des marchandises dans ces containers. On a notamment Procter & Gamble qui est déjà associé à l'aventure. Donc là encore, l'idée était d'utiliser une technologie pour répondre à une problématique d'efficience opérationnelle et de ce fait permettre d'avoir un écosystème qui travaille ensemble de façon beaucoup plus fluide. Dernier exemple que je voulais vous partager,
qui est très franco-français pour le moment et qui a été mené comme une partie des exemples que je vous ai montrés avant, hein, c'est le cas de Renault notamment par les équipes françaises, c'est le registre du commerce. Nous avons lancé avec les greffiers des tribunaux de commerce français, pardon, un nouveau système blockchain qui leur permet de fluidifier et de sécuriser la gestion des éléments du registre du commerce et des sociétés, et notamment donc de réduire grandement le temps qui leur est nécessaire pour mettre à jour ces registres. Ce qu'il nous indiquait, c'est que sur certaines demandes un peu complexes de mise à jour des registres, ça pouvait leur prendre plusieurs jours. Aujourd'hui, grâce à la blockchain, on sait que on a réussi à réduire ça à moins d'une journée. Alors, le type de changement, évidemment, au-delà des déclarations de nouvelles sociétés et d'enregistrement de nouvelles sociétés, ça va être un changement d'adresse d'un siège d'une société, donc un transfert d'un tribunal à un autre, puisque ce sont les tribunaux de commerce qui gardent l'ensemble des registres des sociétés. Voilà, donc l'idée était de vous présenter un certain nombre d'exemples, très variés les uns par rapport aux autres. J'aurais pu en rajouter d'autres, hein. Nous en avons dans le domaine de l'énergie, nous en avons dans le domaine du textile, pour vous aider à vous projeter sur, bien, par rapport à mon business, par rapport à mes problématiques, qu'est-ce que la blockchain pourrait m'apporter? Comment elle peut changer les choses? Alors maintenant, il faut être réaliste. Et pour avoir mené ou co-mené un certain nombre de projets blockchain avec mes clients, ce que je peux vous dire, c'est que la blockchain, c'est pas magique. Il suffit pas de se dire qu'on va appliquer la blockchain pour révolutionner en un claquement de doigts l'intégralité de ces problématiques et des inefficiences de la façon dont on fonctionne aujourd'hui dans sa chaîne de valeur. En revanche, ce que clairement la blockchain va pouvoir apporter, et éventuellement un partenaire comme IBM, c'est de la méthode et un squelette qui va vous permettre de repenser plus efficacement vos chaînes de valeur. Et pour vous donner quelques exemples, une des questions donc, qu'il va d'abord falloir se poser, c'est avec qui je veux faire cette blockchain? Quel partenaire? Et là, je ne parle pas seulement des fournisseurs de technologie, encore une fois, c'est vraiment le plus important, c'est avec qui je travaille aujourd'hui dans ma chaîne de valeur, qui sont mes partenaires de confiance et avec lesquels j'ai envie de travailler encore mieux. Et qu'on puisse partager plus efficacement, de manière plus fluide de l'information. La deuxième grande question, et ces partenaires, qu'est-ce qu'ils vont en retirer comme valeur? Si on se lance dans ce type de démarche, qu'on investit ensemble dans ce type de démarche, qu'est-ce qu'ils ont à y gagner? Est-ce qu'ils ont autant à y gagner que moi? C'est quoi le modèle économique qui est derrière? Maintenant, l'élément suivant, c'est pour pouvoir transférer de la donnée, transférer des assets, il faut que j'ai des données qui soient digitalisées. Est-ce qu'elles le sont déjà? Un peu, pas du tout. Est-ce que je vais être capable facilement de transformer ces données dans un format que je pourrais ensuite faire ingérer à la blockchain? Voilà des questions extrêmement importantes. Est-ce que ces données, elles sont fiables? Ça aussi, c'est un élément extrêmement important parce que la blockchain, elle met de la transparence, elle sécurise qu'une information a été écrite par une personne donnée à un instant donné, mais elle ne sécurise pas que cette information, elle est vraie. Maintenant, ce qu'on sait, c'est qu'il y a quand même un effet de cercle vertueux en général avec la blockchain, puisque quand on écrit une information, on sait qui l'a écrite et on sait à quel moment. Donc, et comme on l'a dit, c'est irrépudiable et immuable, ça reste là. Donc, il y a une volonté en général de l'ensemble des joueurs, entre guillemets, des participants, à faire en sorte que cette donnée soit juste. Mais on peut réfléchir, comme on parlait tout à l'heure, à jumeler finalement, et c'est le point qui est tout à droite sur le slide, le physique et le digital, de façon à s'assurer que cette donnée, elle est vraie, parce qu'elle est couplée, au-delà de l'information que j'ai écrite, à une information d'un capteur, à une information d'un système vérifié, etc., qui me permet vraiment de jumeler les deux. La dernière difficulté, et sans doute la plus grosse, c'est est-ce que mes processus sont réduits? Je vais vous donner un exemple très très simple.
quand on a commencé à travailler sur la supply chain alimentaire, sur le suivi des lots pour les retraits-rappels, on s'est rendu compte que chez un certain nombre des distributeurs, quand on était dans l'entrepôt et qu'on voyait comment fonctionnait la façon dont les lots étaient dépalettisés et ensuite éclatés pour être envoyés dans différents magasins, on se rendait compte que les lots, souvent à ce moment-là, n'étaient pas rescannés. Donc, on perdait dans l'entrepôt l'information de traçabilité du lot. On savait qu'il était rentré, on le retrouvait ensuite dans le magasin, mais entre les deux, on ne savait pas quand il était sorti, dans quel camion il était passé, par exemple. Voilà, un exemple très, très concret qui fait que si on veut être certain d'avoir l'information parfaite de bout en bout, on peut être obligé de repenser ces processus. Après, on n'est pas forcément toujours obligé de le faire. Est-ce qu'on a vraiment besoin de cette information-là par rapport à l'objectif qu'on cherche à atteindre? Si dans le cas de l'alimentaire, ce qu'on cherche à démontrer au client, c'est que en amont, mon produit, il a été produit par un agriculteur précis qui a suivi des protocoles sanitaires précis, qu'on veut valoriser l'origine et le savoir-faire autour de ces produits. Savoir qu'à un moment, au bout de la chaîne, le lot est allé, a disparu entre guillemets des systèmes pendant quelques temps, sachant qu'on le retrouve à la fin, c'est pas trop gênant. Si on veut faire du retrait-rappel, en revanche, on a absolument besoin pour être efficient de cette information. Donc voilà, on a besoin de cartographier ces processus et de comprendre ce qu'on a envie de faire et pourquoi. Et là encore, on retrouve cette logique d'utiliser un protocole qui permet de le faire. Mais j'ai envie de dire, on a besoin d'aller un cran plus loin. On ne peut pas simplement se contenter du protocole blockchain en tant que tel. On va avoir besoin d'accélérateurs. Et la création de plateformes métiers dédiées est un excellent accélérateur pour ça. Et je vais vous reprendre l'exemple, encore une fois, de l'alimentaire et de Food Trust, parce que c'est celui que je connais le mieux en détail. Voilà l'architecture générale de la plateforme. Alors, vous voyez, tout en bas, on retrouve bien notre blockchain. On retrouve bien l'Hyperledger Fabric. Mais autour de ça, on va avoir besoin d'autres choses. On va avoir besoin de sécurisation. On va avoir besoin de composants de stockage de l'information qui n'est pas indispensable à mettre dans la blockchain. Parce que si vous faites, par exemple, le suivi du poulet, pour reprendre un exemple qu'on a pu réaliser avec Carrefour, vous allez vous retrouver à avoir envie de mettre en valeur l'agriculteur filière qualité Carrefour avec sa photo. Et la photo, on ne va pas pouvoir la mettre dans la blockchain pour deux raisons. La première, c'est qu'on l'a dit, on est sur un système qui est immuable, donc on va garder l'information dans les blocs depuis l'origine. On ne peut pas donc mettre avec la GDPR des données personnelles à l'intérieur de la blockchain. Donc, on ne va pas mettre la photo de l'agriculteur dans la blockchain. En revanche, on va avoir besoin de pouvoir associer à une certaine donnée blockchain la photo de cet agriculteur. Donc, on va avoir besoin d'éléments de ce type. Et puis, on va avoir besoin d'interface utilisateur parce que si vous avez déjà jeté un coup d'œil à un code blockchain, c'est quand même pas forcément à la portée de tout le monde. Donc, il va falloir pouvoir retraduire ça, évidemment, en outils qui sont utilisables par vos métiers, par vos employés, par vos clients. Et donc, on va avoir besoin de ces couches intermédiaires qui peuvent être découpées en plus en différentes briques de solutions. Comme je vous montrais Food Trust tout à l'heure, on a eu finalement un certain nombre de cas d'usage différents qui ont émané de l'idée de base. On peut très bien traduire ça en modules différents pour les différents utilisateurs. Donc, la blockchain, c'est vraiment, je vous le disais, le squelette. Il y a besoin de mettre un petit peu de viande autour, aussi bien en termes de méthode qu'en termes de solutions générales pour qu'elles soient fonctionnelles dans une architecture business. Voilà, donc si je devais me résumer, et j'espère qu'en termes de timing, je ne suis pas trop mal, je crois que je suis même un petit peu en avance. L'idée, c'est que aujourd'hui, on est vraiment arrivé à une technologie qui est mature pour apporter de la valeur. Ça, c'est extrêmement important. Depuis 2017, vous l'avez vu, donc depuis 3-4 ans maintenant,
On a lancé énormément de projets de par le monde et en France sur cette technologie. On a les méthodes, on a le recul et on s'est amené, et là je vais faire un petit peu la pub d'IBM, de la sécurité dans l'approche à l'échelle, et on sait passer à l'échelle. Parce qu'on sait que dans ce domaine-là, et sans critique, il y a énormément de startups, il y a énormément d'idées qui bouillonnent. Mais quand on a un certain niveau de business, quand on réfléchit à l'échelle sur toute sa chaîne de valeur, eh bien, il faut quand même avoir une solution qui est très robuste et des approches avec de l'expertise. Et là aussi, de l'expertise, bien sûr, dans la technologie blockchain en elle-même, mais aussi de l'expertise métier. Être capable de décortiquer avec vous les processus, être capable d'identifier avec vous les bons partenaires. Parce que quand je parle de partenaires et d'écosystème, ce n'est pas uniquement des partenaires business, ce peut être aussi des partenaires technologiques complémentaires. Si on revient sur l'exemple de Golden State Food, IBM, comme Golden State Food, ne fournit pas des capteurs IoT. Donc, on a ensemble sélectionné les bons partenaires pour enrichir la plateforme, pour enrichir la solution et répondre à la problématique. Et c'est vraiment notre force, c'est cette capacité à vous accompagner sur un projet global, de la réflexion sur qu'est-ce que je pourrais en faire, au passage à l'échelle sur des centaines, des milliers de références, de transactions ou d'opérations. Voilà, donc la blockchain pour les entreprises est prête pour la production, mais la tâche de développement et de déploiement de solutions est plus vaste que toute entreprise ne peut s'acquitter seule. Donc c'est forcément un travail d'équipe. Et je finirai en disant qu'on a une grande chance en France, c'est que globalement les clients français se sont très vite intéressés à ce sujet. L'État s'est vite intéressé à ce sujet. Beaucoup de startups se sont intéressées à ce sujet. Et donc, on a une compétence française qui est vraiment significative dans ce domaine. Donc, encore une fois, dans la logique de préparer le monde de l'après-crise, je pense que c'est vraiment un domaine sur lequel on peut investir parce qu'on peut faire de très, très belles choses pour améliorer l'efficacité opérationnelle et pour améliorer énormément de projets RSE dans les entreprises également. Autour de la traçabilité de l'origine, du respect des conditions de travail, du respect des conditions de rémunération. Et donc, et ce sera mon mot de la fin, quand je vois les investissements du plan de l'État sur un certain nombre de sujets, eh bien, on pense que la blockchain a tout son rôle à jouer dans un certain nombre de projets. Et si vous-même, vous êtes voilà, porteur de projets sur ces sujets, n'hésitez pas, si vous avez besoin d'un peu d'aide, à vous tourner vers nous, car on sera ravis de vous aider. Voilà, je conclus ici et je dirais que j'ouvre aux questions en espérant qu'il y en a. Alors, je vais jeter un œil dans le chat. Alors, je vois une question. La force de calcul de la blockchain se situe où? Alors, je ne sais pas trop à quel moment est arrivée cette question dans mon discours. C'est pas tant la force de calcul qui est importante dans la blockchain, c'est vraiment cette logique d'eurodatage et de notarisation de chacun des événements. La puissance de calcul du protocole, elle va être différente en fonction de chaque protocole. Et donc, ce que je disais tout à l'heure, certains vont être très gourmands en informatique, d'autres vont l'être moins. Dans la logique Hyperledger, en fait, il suffit qu'un certain nombre des acteurs permissionnés valident une transaction, me disant qu'elle a eu lieu, pour que le bloc s'inscrive. Il n'y a pas besoin de lancer des calculs importants de ce type. J'espère que je réponds à la question, sinon il ne faut pas hésiter à la préciser et je pourrais revenir dessus. Alors, autre question, la blockchain ne pose-t-elle pas un problème de vie privée puisque toutes les informations resteront dans différents registres pour toujours? Donc, en effet, Elliot, peut-être que la question est arrivée avant que je le mentionne, il y a un vrai sujet de vigilance sur ce qu'on va inscrire dans la blockchain. Donc, d'abord, pour encore une fois l'efficience du système, ça ne sert à rien de tout rentrer dans la blockchain. On peut mettre un certain nombre de hashes vers des informations. Donc,
une retraduction simple du fait que l'information existe, mais qu'elle est stockée par ailleurs. Et si cette information est une donnée personnelle, on sait construire aujourd'hui au niveau de l'architecture globale, sans remettre en cause, entre guillemets, la logique d'immuabilité et d'importance de la donnée, on sait faire en sorte que les données sensibles type RGPD ne soient pas inscrites dans la blockchain. Mais il faut être extrêmement vigilant sur le sujet parce qu'en effet, sinon, on peut avoir des dérives. Alors, toutes les informations restant enregistrées ad vitam, la taille du registre ne finit-elle pas par devenir colossale et impossible à manipuler? Donc là encore, le principe va être de ne pas tout stocker dans la blockchain. Donc, on va dire les informations de grosse taille, déjà vont être stockées à l'extérieur et être appelées et mariées par ce système de hash. Et surtout, en fait, quand on crée un nouveau bloc, ce qu'on va faire, c'est une photo du précédent. Donc, on ne fait pas forcément la photo de tous les blocs à l'infini. On fait juste la photo du bloc précédent qui elle-même tient une petite photo du bloc précédent. Mais par rapport, je dirais, à la création en pétaoctets de vidéos et de photos qu'on fait tous les jours pour les réseaux sociaux, finalement, en rapport, la blockchain en termes de taille et de consommation informatique ne rivalise pas. On construit beaucoup plus de données au travers des données multimédia, notamment qu'on peut échanger sur les réseaux sociaux. Alors, je vois encore une autre question. La consommation électrique exponentielle de la blockchain n'est pas green friendly. Existe-t-il des idées pour réduire sa consommation? Donc, tout à fait. Déjà, encore une fois, en termes de protocole, en fonction des protocoles qu'on choisit, on va être beaucoup moins green friendly. Je le disais, le protocole basé sur le proof of work de la Bitcoin n'est absolument pas green friendly. En revanche, un certain nombre de protocoles, dont Hyperledger, je vous ai cité, ont vraiment été beaucoup plus raisonnés dans ce sens. Donc, là encore, hein, je ne suis pas en train de prétendre que c'est l'épaisseur du trait, mais par rapport à bien d'autres usages numériques, à l'échange d'emails notamment, on arrive à des choses qui restent en cohérence. Donc, on travaille, je dirais là, côté recherche et développement, création de serveurs, etc., aussi dans ces domaines-là, de façon à ce que la capacité de compute et de stockage ait une empreinte carbone qui soit de plus en plus faible, à la fois en recyclant leur énergie, mais aussi en faisant en sorte qu'on puisse être calculé beaucoup plus toujours avec beaucoup moins de ressources, etc. Mais il faut être vigilant et bien choisir les approches parce que ce n'est pas complètement neutre, c'est clair. Voilà. Alors, y a-t-il d'autres questions? Je regarde l'heure, il est 12h03, donc j'ai même un petit peu d'avance. Et si vous avez faim, vous allez pouvoir aller manger plus rapidement. Je vois dans le chat des remerciements. Eh bien, écoutez, en tout cas, c'était très agréable pour moi. J'aurais préféré, bien évidemment, être dans une salle où je pouvais vous voir et où je pouvais vous entendre me poser des questions. Mais j'espère que, en effet, ça vous a intéressé. Et je vais vous donner mes coordonnées parce que c'est vrai que j'ai oublié de le mettre sur le slide. Donc, vous pouvez me joindre à s_calabre, CALABRE, @fr.ibm.com. Évidemment, si vous avez envie d'en savoir plus ou si vous avez des idées, des besoins, eh bien, n'hésitez pas à revenir vers moi, vers vos interlocuteurs, peut-être IBM en région aussi que vous connaissez. Et même si ce n'est pas forcément moi qui aurai la réponse à toutes vos questions, eh bien, nous avons une belle équipe blockchain qui sera un plaisir de rentrer en rapport avec vous. Donc, je répète mon adresse, S comme Sandra, _calabre, CALABRE, @fr.ibm.com. Je ne vois pas de nouvelles questions, donc je vous remercie et je vous souhaite un excellent appétit.